Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Death Row était un label qui faisait trembler le monde du hip-hop dans les années 90, aussi bien pour leur musique que pour leur démonstration de force physique. Et là, bien sûr, je parle de Suge Knight. Et l'un des exemples marquants dans les années 90 de ça, justement, c'est la guerre entre Dr. Dre et Eazy-E suite à leur séparation. En guise de single de son premier album solo, The Chronic, Dr. Dre sort Dre Day, une diss track à la fois piquante et très dansante. À mon avis, c'est la pire forme de diss track que tu peux faire contre quelqu'un. En fait, tu fais ce morceau pour que les gens dansent en club sur des insultes qui te sont dédiées, d'accord? Et puis en plus de ça, des fois, ça traverse les décennies. Regarde Hit 'Em Up et regarde Dre Day. C'est des morceaux sur lesquels les gens dansent encore aujourd'hui dessus. C'est horrible. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que dans cette diss track, Dr. Dre ne s'attaque pas seulement à Eazy-E, il s'attaque à tous les ennemis de Death Row à l'époque. Parmi l'un de ses ennemis, il y avait un homme qui était extrêmement puissant dans sa région. Et cet homme-là a répondu et sa réponse était ultra violente. Ça a d'ailleurs failli coûter la vie à Suge Knight et à Snoop Dogg. Et dans cette vidéo, je te parle de cet incident. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du pas vraiment lifestyle décodeur, c'est une sorte de un son, une histoire et affiliated. C'est un peu le mélange des deux. N'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Bon, ici c'est Major Boss, embrasse ma bague. Dans cette vidéo, on va parler de Suge. Suge, qui est l'une de mes grandes inspirations parce que tout comme lui, je suis un voyou. Bien sûr, j'ai pris les masters des artistes, leurs éditions. Je me suis tellement engraissé. Aujourd'hui, je me sens d'humeur à give back, à donner un petit peu aux artistes qui m'écoutent. Donc ceux qui vont prendre le temps d'écouter cette promo là, vous allez vous mettre bien. Je vais vous annoncer des trucs de fou. Cette vidéo est sponsorisée par TuneCore. Alors si tu es un artiste bourré de talent et que tu ne sais pas comment distribuer ta musique, TuneCore est fait pour toi. Alors TuneCore est un service qui permet aux artistes de distribuer leur musique sur toutes les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Apple Music, Deezer, mais aussi KakaBox et Boomplay. Des plateformes de streaming qui sont en Afrique et en Asie parce que tout de suite, il faut être worldwide. À ça, tu ajoutes les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Alors tout se passe sur le site de TuneCore à partir duquel tu uploads ta musique et paramètres leur date de sortie. Tu peux distribuer ta musique en illimité avec TuneCore avec un abonnement à seulement 14,99 € par an. C'est vraiment pas grand chose. L'avantage de TuneCore, c'est que tu gardes 100% de tes revenus. Et moi, derrière, j'ai récupéré les 100%, mais ça, c'est notre discussion. Et ce n'est pas tout. Écoutez bien ceux qui sont vraiment fauchés. TuneCore vient de lancer une offre totalement gratuite. Oui, tu m'as bien entendu, gratuite. Cette offre te permet de distribuer ta musique sur les réseaux sociaux uniquement, c'est-à-dire Instagram, TikTok et YouTube. Une fois en ligne, les internautes pourront créer des TikTok avec ton morceau et l'utiliser en story IG et Shorts. À toi la prochaine trend. Donc lance-toi dès maintenant, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Va chercher ta quicheta, engraisse-toi bien et ensuite viens me voir. On peut travailler ensemble. Donc sans plus attendre, on y va. On est dans les années 80, le groupe NWA cartonne partout aux États-Unis. À travers leur musique, le groupe met en lumière un autre visage de la Californie, plus violent, raciste et ravagé par les problèmes de drogue, loin de l'image carte postale qu'on peut avoir de l'État américain. À cette époque-là, le groupe est en proie à de nombreuses critiques et censures dues à la violence et à la vulgarité des propos abordés dans leur musique. C'est d'ailleurs ce qui leur a valu d'être bannis de plusieurs radios et de plusieurs salles de concert. MTV. Si tu as vu le film sur NWA, eh bien tu es au courant de tout ça. Je t'encourage à aller le voir, le film est vraiment très bon. Au même moment où NWA se battait pour la liberté d'expression, à quelques heures de vol de la Californie, dans le sud-est des États-Unis, plus précisément à Miami, un rappeur du nom de Uncle Luke connaissait le même problème de censure, mais cette fois-ci pour obscénité. Si on doit nommer un pionnier du rap sudiste, eh bien c'est Uncle Luke. Originaire de Miami, Luther Campbell, alias Luke Skywalker, c'est vrai, c'est vraiment son blaze, les gens dans la street l'appelaient comme ça, était le leader de True Life Crew, un groupe de rap de Miami connu pour leur musique hyper festive, pour ne pas dire hyper sexuelle. Le groupe va connaître une forte popularité entre 1980 et 1990, et on peut dire pour Uncle Luke, ça va s'étirer jusqu'à 1995 à peu près. Donc ça fait une éternité. Quand la carrière de Uncle Luke
commence à vaciller, c'est-à-dire en 95, et j'avais 5 ans. Donc ça fait très longtemps. C'était une époque où d'abord les artistes étaient influencés par leur environnement. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Uncle Luke et True Life Crew vont créer une musique adaptée aux fêtes décadentes de Miami. Et donc le but, c'est de faire danser les belles femmes en bikini au bord de la plage et de la piscine. Tu vois un peu l'ambiance, yo, jet ski, meuf qui danse, bref, c'est l'ambiance Miami, quoi. Alors, cette branche du rap s'appelle la Miami Bass. Ou pour les puristes, la booty music ou la booty bass. Ouais, on parle vraiment de cul ici. En termes de sonorité, la Miami Bass trouve une partie de ses racines dans l'électro-funk des années 80. C'est pour ça que tu as un tempo assez rapide, plus rapide que le rap traditionnel. Et si je devais faire un arbre généalogique de Uncle Luke et de toute la famille de la Miami Bass, eh bien l'un de ses descendants directs serait Diplo. Eh oui, qui, autant qu'originaire de Miami, a énormément été influencé par la Miami Bass. Et d'ailleurs, dans le LSD que j'avais fait sur lui il y a un petit moment, il parle de l'influence de la Miami Bass sur sa musique. Et aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Uncle Luke est le pionnier du rap sudiste. Et un grand symbole de l'indépendance, et cela même avant Jay Prince. Parce que oui, comme je te l'ai dit, il a commencé sa carrière en 1980, et Jay Prince à peu près 88. Et ensuite, on a eu Master P dans les années 90, et ensuite Birdman, qui a donné donc Cash Money, etc. Donc en fait, il est en quelque sorte le premier à avoir établi le blueprint pour réussir en indépendant, ce qui inspirera tous les autres. Et donc revenons à NWA. Lorsqu'ils connaîtront leur premier problème de censure, Uncle Luke sera d'ailleurs l'un des seuls rappeurs à les soutenir publiquement. Mais malheureusement, les relations entre Dre en particulier et Uncle Luke vont se dégrader petit à petit. Alors il y a plusieurs rumeurs concernant le début de ces tensions. Il y a une rumeur, la plus drôle, qui dit que ces tensions auraient commencé lorsque l'une des danseuses de True Life Crew serait allée dans une des chambres de NWA lorsque les deux groupes étaient en tournée ensemble à St. Louis. Cette fille serait allée dans la chambre de l'un des gars de NWA, ou du moins du groupe, et du coup Uncle Luke serait parti de la ville et l'aurait laissé là-bas avec le groupe de rap de la West Coast. Alors ces propos-là, c'est Brother Marky, l'un des membres de True Life Crew, qui les tient. We were in St. Louis. We were on tour with NWA. And so for some strange reasons, the girls that we had at that time, like any other girl, would end up in their room. So the girls spent the night, our dancers spent the night with Dr. Dre and them, and Luke left them. Alors du côté de Luke, les hostilités démarrent à partir des interviews. Apparemment, il aurait dit quelque chose de pas très sympa à l'égard du groupe de la West Coast, ce à quoi Dr. Dre aurait répondu, et à partir de là, les choses ont commencé lentement à se dégrader. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le vrai début des embrouilles officielles, c'est avec le morceau de Uncle Luke, Fake It Like Gangsters. C'est vraiment avec ce morceau-là qu'il allume la mèche. So you gotta have your set up today. Those niggas be scrapping for place. Pourquoi il a fait ce morceau, Uncle Luke? S'il y a bien une chose que Uncle Luke détestait, c'est les faux gangsters. Et pourquoi il les déteste autant? Je t'explique. La Miami Bass est d'abord une musique propice à la fête, l'alcool et aussi un petit peu à la drogue. On parle de Miami dans les années 80, les gars. Bref, à la dépravation. C'est d'ailleurs grâce à lui, ou à cause de lui d'ailleurs, que les rappeurs peuvent parler de guns, de sexe dans leurs morceaux sans aller en prison. Il était allé se battre au tribunal, il a même fait de la prison, et c'est au final grâce à lui qu'il y a le petit stickers parental advisory. Bon, c'est pour la petite histoire. Et comme expliqué un peu plus tôt, la Miami Bass tire une partie de ses racines dans l'électro-funk, donc les instrus de cette musique sont un peu plus rapides. En soi, la sonorité va s'éloigner du rap traditionnel. Aussi, les lyrics n'étaient pas aussi importants que dans le rap new-yorkais, par exemple. Et le rap new-yorkais, ça reste quand même le rap, on va dire, traditionnel. C'est la mecque du hip-hop, tout simplement. Donc, on va dire que c'était un petit peu eux qui posaient les critères pour qu'un morceau soit du rap, en quelque sorte. Et très souvent, les rappeurs de New York et même de LA considéraient pas vraiment la Miami Bass comme du rap. Et autre chose très importante, Uncle Luke ne faisait pas le dur dans sa musique. Bien au contraire. Son but à lui, c'était de s'éloigner un maximum de ça, contrairement à NWA qui jouait à fond sur ce créneau. Et pourtant, Uncle Luke était probablement l'un des mecs du dehors dans le rap, le plus dehors, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était vraiment un mec de la rue, pour de vrai. Il a grandi à Liberty City dans les années 70. C'est un quartier de Miami tristement célèbre pour ses problèmes de violence, de pauvreté, et surtout le quartier était connu pour une grosse émeute qui avait eu lieu dans les années 90. Uncle Luke from Miami, man. Uncle Luke from the hood, man.
man. Uncle Luke don't. Back then, Uncle Luke was a young, off the chain Miami dude. You know what I mean? Et justement, pour Uncle Luke, le rap était un moyen de s'éloigner le plus possible de la rue. Most guys who rapping about that life ain't really about that. Yeah. They just hear the stories of other people, you know, and they hear the folk tales, and then they go to spitting them kind of lyrics. I mean, you go pull my criminal record, you'll be like, oh Lord, not the party, man. You know, I ain't trying to do no songs about that. Yeah. I'm doing songs about total opposite, man. By being out of jail. De ce fait, lorsqu'il voyait d'autres rappeurs jouer la carte de gangster sans avoir réellement vécu cette vie, eh bien ça l'énervait au plus haut point. On le prenait pas au sérieux à cause de sa musique, et en plus de ça, on le prenait pour un bouffon. Non mais sérieux? It was a lot of disrespect for Miami. I mean, you know, you had, at one point you had Redman, and that whole thing when they did the record where it was like, what's up dog, what's up dog? Et donc le morceau Fake It Like Gangsters, c'était une manière de dénoncer donc tout ça, et en plus de ça, de s'attaquer de façon codée à NWA et à Dr. Dre. Alors à aucun moment dans le morceau, il mentionne Dr. Dre. Mais dans la structure du morceau en lui-même, on voit qu'il a été inspiré par Always Into Something, un morceau donc de NWA, notamment sur le refrain de ce morceau-là, c'est un chanteur de reggae qui va faire le morceau, mais il fait plus que parler que de chanter réellement. Et dans son morceau, du coup, Uncle Luke va faire à peu près la même chose, il va parler. Aussi, il y a autre chose, à la fin de chaque couplet, il répète Fake It Like Gangsters, donc le titre du morceau, c'est la même chose pour Always Into Something. Donc ces petites choses-là vont faire que, même moi à l'écoute du morceau, j'ai tout de suite compris qu'il s'est inspiré de ce morceau-là pour faire son morceau. Et du coup, lorsque tu regardes les lyrics, il s'attaque à des gangsters, et à cette époque-là, il n'y avait pas 10 000 rappeurs qui clamaient être des gangsters. Donc là, clairement, on peut se dire qu'il s'attaque directement à NWA. Et aussi, dernière petite chose, il reprend un sample de NWA à un moment où il dit « Vous savez à qui je m'adresse ». Il ne sera pas difficile pour Dr. Dre de lire entre les lignes. Luke Skywalker est en train de l'attaquer dans ce morceau. Fraîchement signé chez Death Row, le tout nouveau label fondé par son ancien garde du corps, Suge Knight, Dr. Dre va profiter de son premier album studio pour répondre à Luke, mais aussi à tous ses ennemis. Un excellent moyen pour lui de faire la promotion de son album, en plus de répondre à tout le monde. Et pour l'aider dans l'écriture de ce premier album, Dr. Dre va faire appel à un jeune Crip de Long Beach, un rappeur ultra talentueux et charismatique, et c'est sûr que pour Dre, dans quelques années, il va péter. Son nom, Snoop Dogg. Ensemble, ils écriront l'un des clashs les plus mythiques de l'histoire du hip-hop. Fuck with Dre Day. Alors dans ce morceau, Dr. Dre et Snoop, par loyauté, vont régler leur compte avec tous les ennemis actuel de Death Row. Ice Cube, Team Dog, un rappeur aujourd'hui oublié qui avait fait un son du nom de Fuck Compton, Eazy-E et bien sûr Uncle Luke, qui est d'ailleurs représenté comme un bouffon dans le clip. Il va se prendre quelques missiles bien chauds à la fin du morceau lorsque les deux rappeurs font un passe-passe. C'est vraiment en plus l'un des meilleurs passages du son. Et le mec, il se fait démolir à ce moment-là. Il commence par dire que Uncle Luke se fait prendre. Et d'ailleurs, dans le clip, il montre ce moment-là. Dr. Dre dit qu'il va poser sa bite entre l'écart de ses dents. Et vraiment, c'est sur la fin que j'ai préféré lorsqu'il dit I rob you in Compton and blast you in Miami. Et Snoop Dogg qui conclut le couplet en disant When you diss Dre, you diss yourself. Hell yeah. Bon bref. Et tout ça sur un instru produit par Dre à son apogée. Donc même là, tu vois les gens dans le clip, comment ils s'ambiancent. Tu sens qu'ils font pas semblant. L'instru est très très lourd. Donc il y a tout pour que ça fasse mal. Les gens vont vraiment danser sur ça. Au passage, Hit 'em Up, Dre Day et Ether sont mes 3 clashs favoris. Et de là, Luke répondra avec le morceau Coward in Compton. En faisant lui aussi un clip en tournant Dr. Dre et Snoop Dogg à la dérision. En gros, il reprendra le clip de Nothing But a J Things, mais en version gros bouffon quoi. Musicalement, le morceau sera loin d'être à la hauteur de celui de Dr. Dre. Il n'y aura pas autant de résonance, peu de gens connaissent le morceau. Donc en ça, on peut considérer que Dr. Dre a gagné le battle. Sauf que lorsque le beef
et personnel, eh bien la musique ce n'est qu'une partie. Il y a aussi les humains et Dr. Dre n'a pas respecté l'humain et ça va beaucoup coûter à Death Row. En 1993, une énorme convention autour du hip-hop est organisée à Atlanta où tous les labels du pays se réunissent pour réseauter, pour performer, faire la promotion des albums à venir. Évidemment, tous les plus gros labels étaient présents et Death Row était invité. Et donc sur place, il y avait Suge Knight et le Dogg Pound, donc le groupe de Snoop Dogg, qui devaient présenter leur premier album solo et y performer. Et donc lorsque Luke Skywalker a eu écho que Death Row serait à Atlanta, il a proposé à ce qu'ils discutent. Il a fait passer le mot à Death Row, il a dit ok, vous venez à Atlanta, il faudrait qu'on discute avant que vous veniez, qu'on règle nos problèmes. Comme ça, voilà, lorsque vous venez sur place, vous n'avez aucun problème. En gros, Kaïd, Suge Knight lui a répondu, va te faire foutre, on s'en bat les couilles, tu vas faire quoi en gros? Il a pas dit ça comme ça, mais bon, voilà, j'ai traduit version française pour que tu captes. Mais en gros, il a refusé de discuter avec Uncle Luke et de régler quoi que ce soit. Et Uncle Luke a répondu, ah ouais, c'est comme ça. À l'époque, avant Internet, les réputations des uns et des autres ne se diffusaient pas aussi vite, ce qui faisait que les gens dans la West Coast ne savaient pas exactement qui était important dans sa région. Et en l'occurrence ici, Suge Knight, tout comme le Pound, n'avait pas conscience de qui était Uncle Luke pour le Sud. C'était simplement le premier roi du Sud, avant Jay Prince, Birdman, Master P et les autres. Luke, during them times, was the king of the South, period. If you came to Atlanta, you came to Miami, you had to come see Luke. Atlanta a beau être à plus de 1000 km de Miami, de 9 à 11 heures de route en voiture. Atlanta, c'est également chez lui. Et il va le prouver à Death Row. Ayant eu écho que Death Row ne voulait rien régler, Uncle Luke décide de se pointer à cette convention même sans y être invité. Il va faire appel à quelques équipes d'Atlanta, en plus de contacter ses guerriers locaux, de Miami, pour se rendre en simultané à cette convention et accueillir Death Row comme il se doit. Hospitalité du Sud oblige. Au final, il s'est retrouvé avec une armée tellement dense que lui-même était choqué de ce qu'il a réussi à ramener. It's like 8 of the most notorious motherfuckers you ever want to meet from Miami. Right. Drove their car there. They're like, we drove here. Drove, what are we doing? We gonna kill this nigga, we gonna kill this nigga, we gonna kill this nigga. I said, no, we ain't killing nobody. Et du côté de Death Row, ils étaient venus avec une équipe, ils étaient une centaine, mais rien de similaire à ce que Uncle Luke avait réussi à rassembler à cette convention. Et donc au moment où le Dogg Pound est sur le point de performer, une première chaise est jetée sur scène. Les choses partent instantanément en couille. Une bagarre générale éclate. Tous les gars de Uncle Luke vont envahir l'hôtel et envahir la scène. Il y a une centaine de gars à peu près pour représenter Death Row. Ils vont tous se faire monter en l'air. Ils sont en sous-nombre, c'est clair et net, donc ils vont se faire clairement massacrer par l'équipe d'Uncle Luke. Dr. Dre n'était pas sur place étant donné qu'il n'avait rien à promouvoir dans cette période-là, mais Suge Knight et Snoop Dogg vont vraiment morfler pour lui. À un moment donné, Snoop Dogg va vouloir tenir tête à tout ce beau monde, mais il va très vite comprendre que ça ne sert absolument à rien et il va fuir. Pareil pour Suge Knight. Clairement là, il y avait un message qui a été envoyé à Suge Knight. Tu es certes un bully, un caïd dans la West Coast, mais à Atlanta, plus globalement dans le sud, tu dois nous respecter. Et c'est clairement ce qu'ils lui ont montré. Lui aussi a dû fuir. Ils se sont tous pris des coups et ils ont tapé tous une pointe. D'ailleurs, parmi l'une des personnes qui était le plus investie dans cette bagarre, dans le fait de casser surtout la gueule à Death Row, eh bien c'est un jeune rappeur de Miami du nom de Trick Daddy qui était sur place, qui a envoyé le plus de coups d'après ce qui a été dit. Donc ils étaient hyper investis, donc des coups de rasoir, des coups de couteau, battes. Apparemment, les gens ont sorti le fer aussi. Donc c'est vraiment parti en couille. Et vraiment pour que tu puisses te situer, ça s'est passé au centre-ville d'Atlanta, dans l'hôtel Marquis Marriott. Donc on est vraiment dans un quartier huppé. Donc tu t'imagines un petit peu des centaines et des centaines de mecs de la street réunis tous pour une seule chose, défoncer Death Row. Et ils ont gagné en fait. Donc Death Row a dû fuir. Il y a très peu d'informations sur justement exactement comment ça s'est passé. Comme tu t'en doutes, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et les gens qui étaient sur place n'ont pas donné énormément d'informations. Mais ce qu'on sait, c'est que Snoop Dogg a dit par la suite qu'ils ont compris à quel point Uncle Luke était un mec sérieux. Sérieux dans le sens, un gars qu'il faut pas taquiner. Il faut pas se fier aux clips booty music, etc. Donc, résultat des courses, Death Row a certes gagné au studio, mais Luke Skywalker a gagné dans la rue.
Quelques années plus tard, à l'occasion du Super Bowl organisé à Miami, Suge Knight tire à la rencontre d'Uncle Luke pour mettre fin à leur embrouille. Un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. À partir de là, c'est en 1999, si je me trompe pas, ils auront l'occasion d'en discuter et de mettre cette histoire derrière eux. En ce qui concerne Snoop Dogg et Dr. Dre, c'est un petit peu différent. Pour ce qui est de Snoop Dogg, l'embrouille va continuer dans les années 2000. Je suis tombé sur quelques vidéos où Uncle Luke insulte ouvertement Snoop Dogg, mais aujourd'hui, les choses sont réglées. Uncle Luke et Snoop Dogg sont des potes, il n'y a plus aucun problème entre eux, ils se respectent. D'ailleurs, récemment, lorsqu'il y a eu un événement organisé pour les 50 ans du hip-hop, Uncle Luke s'est plaint de ne pas y voir des rappeurs de Miami représentés. Il en a fait une vidéo, il en a parlé et il a dit que c'était n'importe quoi et que depuis le début de l'histoire du hip-hop, il a le même problème et pourtant, il a énormément contribué à cette culture, bien évidemment. Et Snoop Dogg lui a répondu en lui disant qu'on devait organiser un événement similaire pour le Sud-Est pour qu'on puisse lui remettre ses fleurs comme il se doit. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui les deux sont en super termes. Et en ce qui concerne Dr. Dre dans tout ça, eh bien Uncle Luke dit l'avoir vu qu'une seule fois dans sa vie. Et ils ont jamais vraiment pris le temps de régler le problème, mais pour lui c'est clairement réglé, c'est derrière lui. Et Dr. Dre n'en a jamais parlé publiquement depuis cette embrouille. Et il y a juste une histoire comme quoi Dr. Dre s'était pris une patate en Nouvelle-Orléans. Apparemment c'était lié justement à cette histoire-là. Une année après cette fameuse convention, mais en dehors de ça, il n'y a jamais eu de réelle confrontation entre Uncle Luke et Dr. Dre. Mais aujourd'hui, on peut dire que tout ça est derrière eux. Mais ce qui est clair, c'est que cette histoire-là est l'une des rares histoires où Death Row a été mis en difficulté et c'est pour ça que ça valait quand même le coup d'en parler. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, surtout lorsque je fais des histoires comme ça old school. J'aime bien parler de ce genre d'histoire là parce que ça me permet de revenir sur de la musique, sur des embrouilles, plein de choses que vous aimez bien en fait. Donc vraiment, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Et sinon, moi je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.